Et en plus, vous en aurez une magnifique image à l'extérieur de l'entreprise. Ben, moi, ce que je vais vous proposer, chers compères, c'est de rappeler Laurent, parce qu'il est tout simplement temps qu'il revienne auprès de nous. Alors, il met toujours un petit peu de temps. Oui, je mets toujours un petit peu de temps parce qu'il y a eu énormément de matière sur un sujet que je connais somme toute assez peu, en tout cas sur le plan professionnel. Et d'habitude, j'ai une page et demie de notes. Là, j'en suis à 3. Donc, je vais tenter de faire une synthèse synthétique. Et ça va franchement pas être évident. Donc, merci encore pour toutes vos interventions, pour toutes ces informations. Alors, je vais peut-être être moins structuré que les fois précédentes. Moi, j'ai été complètement bluffé. Allez, je vais la faire de façon un petit peu égocentrique, c'est-à-dire j'ai eu l'impression d'entendre parler de moi à certains moments, par certains propos. Et je mets ça en lien, alors que je suis a priori pas touché par aucun handicap avéré en tout cas. Et j'ai été absolument bluffé par les chiffres annoncés par Audrey sur le nombre de personnes handicapées en France, handicapées d'une façon ou d'une autre. J'en rappelle quelques-uns rapidement. 8 millions de Français, et je parle sous votre contrôle à chaque fois, 8 millions de Français atteints de handicap moteur à différents stades, 1,5 million de Français atteints de handicap visuel, plus de 6 millions atteints de handicap auditif. Ensuite, j'ai noté des pourcentages, 1% de la population atteinte de handicap psychique, avec une très forte augmentation avec l'année sanitaire, je vais l'appeler comme ça, que nous venons de vivre. 1% des personnes, des Français atteints de handicap intellectuel et 20% atteints de maladies chroniques. J'en suis venu à me demander, j'ai pas fait l'addition, mais j'en suis venu à me demander si le handicap ne devenait pas la norme, du coup, d'une certaine façon. Ce qui pourrait être une façon aussi de reparler de diversité que vous avez évoqué plutôt en fin de table ronde. Donc voilà, en fait, le handicap, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes touchées, atteintes par le handicap. Et puis 85% aussi, je reprends ce chiffre, 85% des handicaps sont acquis, donc 15% sont des handicaps de naissance. Comme Laurent l'a dit à un certain moment dans la table ronde, ça peut arriver à tout le monde. Et on y reviendra sur la question de la peur tout à l'heure, sur les constats et les idées reçues, les perceptions du handicap. Et puis également, Audrey, tu as souligné les 2% de personnes handicapées qui sont en fauteuil. Et en fait, le fait d'assimiler le handicap à ce fauteuil roulant est très effrayant ou rebutant, je ne sais pas trop comment le dire, pour les entreprises. Parce que bah oui, mais la personne ne pourra pas accéder à l'entreprise, on ne peut pas faire les travaux pour les locaux, pour les rampes, etc. Alors que le handicap en fauteuil roulant représente simplement 2% des personnes handicapées. Voilà. Pour cette partie-là, je vais continuer sur les idées reçues, puisque j'étais un petit peu parti dessus. Idées reçues et perception du handicap. Le premier terme qui est apparu, c'est la peur. La peur pour différentes raisons. Parce que, comme Laurent l'a dit, chacun est susceptible d'acquérir un handicap, puisqu'on dit 85% de handicap acquis, donc je reprends le verbe qui va avec acquérir, d'être touché par un handicap, en tout cas dans sa vie. Une méconnaissance qui peut donner lieu aussi à certains fantasmes par rapport au handicap. Et puis, beaucoup de personnes aussi qui sont embêtées avec ça parce qu'elles ne savent pas comment aborder une personne handicapée. Comment l'aborder, et là, Laurent a proposé une solution toute simple, c'est fait comme si tu rencontrais quelqu'un de lambda, quoi, handicapé ou pas. Pas ou peu d'inclusion. Alors non, je reviendrai à ça après. La honte, la notion de honte. Une personne handicapée, souvent, a honte de son handicap.
Moi, je me permettrais de rajouter que son entourage peut en avoir honte aussi. C'est des choses que j'ai pu observer au quotidien. Cette honte, elle amène aussi les travailleurs handicapés à ne pas mentionner leur handicap. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, hein, lors d'un entretien d'embauche, par peur justement de ne pas être retenu sur le poste. Et puis, la honte qui est liée au fait d'être stigmatisé par rapport à cette particularité, quoi. Pas ou peu d'inclusion des personnes handicapées, ça peut passer par le fait d'informer et de former les futurs collègues d'une entreprise qui accueillerait ou qui accueille tout court, je vais retirer le conditionnel puisque ça arrive quand même, hein, une personne handicapée dans son sein, hein, dans l'entreprise. Et pourquoi informer et former les futurs collègues? Pour que l'intégration justement ou l'inclusion, je ne sais jamais quel terme trop employer, se fasse des deux côtés. Ce qui est absolument majeur. Je rebondis quand je vous disais, ça ne va pas être très, très structuré parce que j'ai des infos de partout, mais la question de la formation, de l'information et de la formation, ça touche également les managers qui sont vraiment les pierres angulaires de l'entreprise, hein. Toujours la courroie de transmission entre le terrain et la direction, pour schématiser, peut-être un peu outrance, mais schématiser quand même. Donc, former les managers effectivement à cette question du handicap. Et puis, former également les services achats, c'est-à-dire ne pas mettre à la tête des services achats simplement des financiers. Parce que le financier, lui, va avoir son angle de réduction des coûts, ce qui est bien normal, hein. Son cerveau est formé de cette façon-là. Mais ça renvoie, les services achats, en fait, à l'idée de prendre en compte le handicap en amont des achats, mais même en amont de la conception d'un bâtiment, c'est-à-dire de travailler, comme Laurent l'a mentionné assez rapidement, travailler avec les architectes, avec comment ça s'appelle là sur les chantiers, les chefs de chantier, etc. Ouais, alors je ne sais jamais entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage, donc je pars pas là-dedans parce que je me perds à chaque fois. Mais c'est vraiment prendre en compte en amont cette question du handicap. Je ne vais pas en dire plus, parce que sinon je vais être trop long et on a déjà passé les 1h30. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je peux mentionner encore? Alors, si, un petit focus sur le juridique quand même, la loi et le juridique, hein. La loi de 87 a commencé à instituer le fait que les entreprises de plus de 20 salariés doivent employer 6% de travailleurs handicapés. Je ne me trompe pas, Audrey, sous ton contrôle? C'est bon. Non, c'est ça. Qui a été renforcée par la loi de 2000. Alors, la loi de 2005, qui était plus large puisqu'on était sur l'égalité des chances et des droits, mais qui touche aussi au handicap et qui a eu des implications, des impacts sur le Code du travail. Et puis, plus récemment, donc la loi de 2018, mise en œuvre en 2020, qui invite, qui fait plus qu'inviter même, à développer l'emploi des travailleurs handicapés et à mieux valoriser l'emploi des travailleurs handicapés également. Et puis, si cette loi n'est pas respectée, alors l'entreprise se doit de verser une contribution en compensation justement du fait qu'elle n'a pas les 6% de personnes handicapées dans ses effectifs. Au chapitre des solutions, d'abord des institutions. MDPH, maison départementale pour les personnes handicapées, les Cap Emploi, je ne redis pas ce que c'est parce que ça va être beaucoup trop long sinon. L'URSSAF qui est venu prendre le relais des AGFIP et qui s'occupe des structures privées. Là où je ne sais pas d'ailleurs, FIPHFP, qui elle s'occupe des structures publiques. Et puis également la possibilité pour les grandes entreprises de mettre en place des accords, c'est-à-dire que cette fameuse contribution, s'il n'y a pas, peut se transformer en création de missions handicap au sein de l'entreprise. Mais forcément, il faut quand même une taille d'entreprise suffisamment conséquente. Également des structures, d'autres structures de terrain qui œuvrent directement auprès des personnes handicapées, donc notamment l'association Comet, les associations Comet, je crois que c'est un réseau,
qui, si j'ai bien compris, en fait, anticipe le retour en entreprise des personnes, par exemple en centre de réadaptation, en travaillant sur leur projet professionnel. Schématiquement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Probablement que leurs missions sont plus larges, mais c'est ce que j'ai davantage entendu. Bien sûr, les ESAT, hein, les établissements ou services d'aide au travail. Dragonfly, on ne peut pas ne pas le citer, cette agence d'intérim qui se propose de faire le lien entre structures qui emploient des personnes handicapées et puis le milieu ordinaire. Et demandeurs d'emploi surtout. Et les demandeurs d'emploi aussi, bien sûr. Donc, un peu ce chaînon manquant pour le maillon. Et puis, des grands dispositifs que sont la QVCT et la RSE. Je continue de passer parce que sinon, Surtout qu'il te reste on va relancer le débat. Une minute. Une minute. Pour souligner que parler de diversité est peut-être une façon aussi, alors à la fois d'inclure le handicap, mais de rendre la chose moins effrayante pour d'éventuelles entreprises candidates à l'embauche de personnes handicapées. Et donc, cette diversité, bien entendu, touche bien d'autres sujets, hein, comme Audrey l'a rappelé, le sexe, l'âge, la couleur, je sais pas, l'obédience, etc. Je souligne parce que c'est vraiment vos conclusions et je les ai trouvées très éclairantes. Elisabeth nous a parlé du fait que nous sommes tous uniques et en modification constante. Je reformule un peu à ma façon, mais pour moi, c'était un appel à la souplesse des entreprises pour s'adapter en permanence. Une entreprise s'adapte à ses marchés, pourquoi pas à la situation de ses salariés. Et Laurent est revenu vraiment sur la prise en charge en amont, et puis qui ne coûte pas forcément cher. Plus on prend en charge, plus on prend en compte, pas en charge, pardon. Plus on prend en compte en amont, et moins ça va coûter cher, à la fois à l'entreprise, mais aussi à la société. Et puis, Agnès a souligné le fait que les salariés ne sont pas une charge, mais bien une ressource pour l'entreprise. Alors moi, j'emprunterais les mots, si je ne m'abuse, de l'ancienne directrice de la sécurité sociale belge, qui a décidé, lorsqu'elle a pris ses fonctions, d'appeler son service non pas ressources humaines, mais richesses humaines. Et je crois que c'est une transition qui peut être intéressante, effectivement, parce que l'humain n'est pas une ressource comme une autre. Donc, ça peut être une transition vers davantage d'ouverture et une nouvelle ère qui a été mentionnée, si je ne m'abuse, par Audrey. Voilà, et je vais m'en tenir là. Merci beaucoup. Bon, vous avez vu, j'ai ma mascotte qui est venue dire ma coucou, qui est venue vous dire bonjour. Je l'ai rembarré. Merci Laurent. Merci Agnès d'être venue parmi nous. Je te laisse dire un dernier petit mot et on va te dire au revoir après. Oui, parce que j'ai un rendez-vous. Je remercie vraiment donc cette invitation avec ce sujet qui bien sûr me tient à cœur depuis tant d'années. Je trouve que la forme de cette table ronde, le fait qu'on puisse avoir la liberté de s'exprimer et puis qu'on puisse dérouler tous ensemble nos idées, partager nos points de vue, c'est toujours très, très enrichissant. Et donc, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour d'autres collaborations. En tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et au plaisir d'échanger avec toi et puis de créer des synergies ensemble. Parce que je pense qu'on a pas mal de choses à faire. Au revoir Agnès. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon rendez-vous. Au revoir. Eh bien, merci, cher internaute. Merci Agnès qui vient de nous quitter, qui avait un autre rendez-vous derrière. Et c'est ça aussi, télétravail, c'est qu'on enchaîne. Donc, là, on ne lui a pas laissé de pause, mais attention, faites attention aux pauses parce que ça permet d'être plus présent sur le sujet. Merci aussi à vous quatre d'avoir été là. C'est un bonheur à chaque fois renouvelé. Donc, vous, internautes, likez si vous aimez. Dites ce qui vous a été utile. Dites ce qui vous a permis de faire bouger pour vous le curseur. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Évidemment, mes chers compères, je vais vous donner le mot de la fin aussi
pour que vous puissiez dire vos derniers petits mots. Mais voilà, n'hésitez pas, marquez-nous, envoyez-nous des mails, contactez-nous, parce qu'on est là pour vous répondre. Sur des formations, on est là pour l'audit dans votre entreprise pour vous donner de l'image. Et vu qu'on a une super juriste, aujourd'hui, on rajoute notre super juriste dans cet audit. Et les rendez-vous en ligne, parce que ça, c'est aussi très utile. Hop, vous avez une petite question, elle vous chagrine vraiment, vous avez besoin d'une solution. Eh bien, ils sont là, nos super ergonomes sont là pour vous répondre. Et voilà. Quand vous iriez voir un médecin, eh ben, hop, ma société a une question, j'ai une question, je suis manager, j'ai une question, eh ben, je prends rendez-vous. Et le rendez-vous, l'agenda est là, il est dispo, il est mis à jour, donc n'hésitez pas. Eh bien, qui veut commencer à dire son dernier petit mot? Audrey, tu te mords la lèvre. Alors moi, j'aime bien quand on mord la lèvre, qu'on puisse ne pas la mordre. À toi alors, qu'est-ce que tu souhaites dire? Bah, écoute, non, pas grand-chose de plus. Je pense qu'on en a dit beaucoup. Et on a essayé encore aujourd'hui d'aborder cette thématique sous un angle positif et puis qui soit plutôt rassurant, voilà, et porteur de solutions. Exactement. Voilà, donc je trouvais que l'approche était intéressante. Donc, merci pour cet échange. Merci à toi, Audrey. À toi, Elisabeth. Après, on finira par ces messieurs. En fait, comme Audrey, je pense qu'on a abordé pas mal de cette thématique avec plusieurs regards et je pense que c'était important justement de le faire pour effacer en fait toutes les craintes. J'espère que la peur à un moment donné sera complètement effacée et qu'on pourra justement changer notre regard. Voilà. Justement, hein, par rapport à cette peur, on n'a pas évoqué pendant ce rendez-vous, cette table ronde. Il y a du coaching individuel, et il ne faut pas hésiter s'il y a besoin. C'est un merveilleux outil, il y a vraiment des choses extra, et du coaching de groupe aussi, sur lequel on peut travailler, parce que ça peut bouleverser une équipe, ça peut bouleverser une entreprise. Le nombre n'est pas un problème, c'est juste le nombre de coachs adaptés par rapport au nombre de personnes que vous êtes, et puis du team building, et ça, on en parlera aussi le mois prochain. À toi, Laurent, ton mot de la fin à toi, quel est-il? J'ai envie d'insister sur le fait que vous avez des aménagements qui ne coûtent rien, qui ne coûtent pas grand-chose, que ce soit, alors, on a parlé du handicap aujourd'hui, on peut parler d'une façon bien plus générale, mais il faut savoir que beaucoup de situations de travail sont aménageables de façon simple et rapide. Donc, n'hésitez pas à solliciter des professionnels qui sont autour de vous. Alors, nous, on reste à disposition, bien entendu, mais n'hésitez pas à solliciter les professionnels pour vous accompagner sur des choses qui sont très, très simples à mettre en œuvre. Voilà, il n'y a pas forcément besoin, il n'y a pas cette idée de dépenser des 1000 et des 100. Des fois, en effet, c'est le stylo bleu qui révolutionne le monde. Et finalement, avec un rendez-vous ou une petite série de rendez-vous, avec des professionnels, vous aurez des solutions, vous aurez des éclaircissements. À toi, Laurent, ton dernier mot. Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit en fin de synthèse, hein. Continuons à ouvrir et à construire l'ère de la richesse humaine. C'est vous de la fin. Merci de nous avoir accompagnés. Au revoir les internautes. Au revoir managers, femmes de managers, hommes de managers, tout ça. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir à tous.